Chers auditeurs, vous écoutez Radio 22, là où les faits parlent d'eux-mêmes, pas de fioritures, que de la vérité. Bonjour, professeur Perron. Alors, je suis ravi de vous recevoir sur Radio 22. Vous êtes mon tout premier invité, comme vous l'avez été sur le Média en 442. Donc, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, Marcel. Et je suis vraiment très honoré d'être le premier sur votre nouvelle chaîne pour laquelle je vous souhaite beaucoup de succès. Parce que Merci beaucoup. vous avez été notre rayon de soleil au début du Covid avec vos vidéos qui étaient hilarantes et qui ont eu énormément de succès. Et je Écoutez, souhaite merci beaucoup. d'ailleurs. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Il y aura même une revue de presse tous les dimanches. Donc, la thérapie de groupe va continuer. Elle va continuer. Donc, professeur Perron, vous êtes infectiologue réputé, ancien chef de service de chez ASU. Vous avez occupé les plus hautes positions en France et à l'international. Alors, je ne vais pas faire votre CV parce que c'est un bouquin. Mais justement, en parlant de bouquin, je rappelle la sortie de votre dernier livre, Réveil, 4 ans après, coécrit avec Stéphane Chatry. Alors, c'est un entretien où vous analysez les années de la crise sanitaire, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est une vision, c'est pas que le Covid, c'est aussi. Stéphane Chatry m'a un peu poussé dans mes retranchements en disant: Christian, les gens voudraient savoir pourquoi tu t'es engagé comme ça, ton enfance. Alors moi, j'étais plutôt pudique, je n'avais pas trop envie de révéler tout ça, mais finalement, j'ai senti que beaucoup de gens le souhaitaient. Ils m'en ont parlé partout quand je vais en France. Et je me suis un peu plus livré. Donc, c'est sur mon parcours, ma motivation en médecine, etc. Et sur tout ce que j'ai fait aussi à la fois à l'hôpital et dans les instances, parce que j'ai dirigé beaucoup de groupes de travail en France et à l'international, même à l'OMS, hein, sur les vaccins. À l'OMS, j'étais vice-président du groupe européen. Voilà, donc c'est un livre qui est moins technique que mes autres livres sur le Covid. J'avais écrit aussi un livre sur la maladie de Lyme auparavant, mais c'est sous forme d'entretien. C'est les lecteurs qui me le disent, hein, que c'est assez fluide et que c'est facile à lire, mais que ça apporte beaucoup d'informations parce que voilà, c'est mon expérience que je livre au fur et à mesure, quoi. C'est une vision globale sur la médecine, l'enseignement en médecine, une médecine. Je souhaite de tout cœur le retour à une médecine humaniste, puisqu'on est en train de détruire totalement la médecine qui a été complètement vendue à Big Pharma, malheureusement. Oui, d'ailleurs, il est superbement placé dans les meilleures ventes Amazon parce que je crois qu'il est premier en politique française, d'ailleurs. Oui, oui, et puis il était deuxième en politique mondiale, donc j'étais très, D'accord. très, très Donc, fier. je ne peux qu'encourager les gens d'aller acheter votre livre. Mais de toute façon, on vous retrouvera à la rentrée avec Kate qui va vous contacter pour un entretien, si vous êtes d'accord, bien évidemment. Et je remercie l'éditeur Guy Trédaniel qui nous a fait confiance, c'était pas évident. Donc, c'est le réveil 4 ans après. Voilà. D'accord, ouais, très bien, très bien. Donc, professeur, nous allons au cœur du sujet qui nous préoccupe, puisque le ministre démissionnaire Gabriel Attal a déclaré l'état de vigilance maximale concernant Mpox ou variole du singe et dira: nous nous tenons prêts à tous les scénarios pour faire évoluer les consignes à la population en fonction de l'évolution du virus et maintenir ainsi le haut niveau de vigilance adopté en 2022. Alors, professeur, tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce qu'est la variole du singe qui a changé d'appellation pour Mpox ou encore variole simienne en comparaison à la variole humaine? On est d'accord que ce sont deux maladies totalement différentes. Totalement différent. Alors, pour revenir sur les communiqués du gouvernement, c'est pas leur première singerie, c'est pas non plus la première singerie de l'OMS à ce propos. Alors, la variole humaine a été une maladie terrible qui existait depuis la nuit des temps, qui tuait à chaque génération 30% des humains. Et c'était donc on perdait des enfants dans les familles chaque année. Et ça a été totalement éradiqué dans le monde grâce à la vaccination de Jenner, qui était Jenner, il n'a pas fabriqué un vaccin, il a juste utilisé le virus de la vache, parce que il y a des espèces animales, il y a la variole du singe, la variole humaine, la variole bovine, et le virus bovin qu'on appelait la vaccine. Le mot vaccin vient de vache, en fait, étymologiquement. Hein. C'était le premier produit utilisé pour prévenir une maladie. Cette vaccine a été très efficace, a permis l'éradication.
même si certains mouvements anti-vaccinaux disent le contraire, enfin, ils racontent des bêtises, je peux le prouver. C'était fantastique. Le problème, c'est que ce vaccin, c'est un vaccin vivant, pouvait donner des effets secondaires très graves de temps en temps. C'était assez rare par rapport à l'ensemble de la population, mais il y avait des gens qui pouvaient mourir d'encéphalite. Chez des personnes qui avaient de l'eczéma, ils pouvaient faire des complications cutanées terribles qui pouvaient entraîner la mort. C'était rare, mais à l'époque, je dirais, le jeu en valait la chandelle, parce que face à 30% de mortalité contre un cas d'encéphalite de temps en temps, il était clair que c'était largement en faveur du vaccin. Donc, grâce à cette vaccination, la variole était éradiquée totalement dans le monde dans les années 70. Et du coup, c'est normal, on a arrêté de vacciner parce qu'il n'y avait plus besoin. Des stocks stratégiques ont été faits dans certains pays, dont la France, l'armée française a encore tout un stock pour vacciner éventuellement toute la population française de cet ancien vaccin. Et le virus a disparu, mais il a été gardé dans 2 coffres-forts ultra sécurisés aux États-Unis et en Russie. À l'époque, c'était l'URSS. Bon, à ma connaissance, ce virus n'est jamais ressorti de ces coffres-forts, même si les Américains, au moment de la guerre en Irak, avaient fait croire que Saddam Hussein avait acheté du virus à la mafia russe qui avait réussi à se récupérer le virus. C'était une histoire à coucher dehors. Mais ça a quand même justifié l'éradication de l'Irak, hein, entre parenthèses, avec l'histoire du charbon et d'autres trucs. Voilà, donc cette variole humaine qui était terrible a disparu. Et la variole du singe, alors on l'a appelée variole du singe parce que les premiers cas avaient été observés chez des singes dans les années 50, mais en fait, le réservoir, il y a des singes, mais il y a aussi des rongeurs. C'était exclusivement en Afrique. Mais un virus qui pouvait toucher l'homme de temps en temps, il y a des petites épidémies humaines, mais qui est un virus beaucoup plus bénin chez l'homme. Ça n'a rien à voir avec la mortalité de la variole classique. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, de temps en temps, il y a des morts, mais il faut voir que c'est dans des conditions d'hygiène terribles, il y a des surinfections bactériennes parce qu'il y a des grosses pustules, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'hygiène, il y a des gens qui sont carencés sur le plan alimentaire, qui n'ont pas de vitamines. On ne peut pas considérer ça comme un taux de mortalité réel s'il y avait, je dirais, une bonne hygiène de base et des soins, pas forcément, je ne parle pas d'antiviral précis, mais des soins généraux adaptés. C'est pour ça que même dans les communiqués tout récents d'il y a quelques jours, l'Union européenne, cette maladie est classée comme une maladie bénigne avec de rares formes sévères et la mortalité est très faible. Même si quelquefois dans les communiqués, il y a des chiffres qui sortent du chapeau, on ne sait pas trop s'ils ont été vérifiés, qui disent attention, c'est terrible, mais voilà. Donc finalement, c'est une maladie qui va donner des pustules des cheveux jusqu'aux doigts de pied, beaucoup de fièvre. Il n'y a pas de forme asymptomatique, c'est-à-dire que quand les gens sont malades, ben, ça se voit, ils sont très malades, ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus se promener, ils ne vont pas aller dans le métro. Et ça va durer 3 semaines environ, un peu comme une grosse varicelle très sévère, mais bon, voilà. Et puis la plupart des gens vont très bien s'en sortir. Donc il y a toujours eu ces épidémies en Afrique centrale. Et alors, il y a eu une grande alerte pandémie, si vous vous souvenez, c'était en mai 2022. Non, oui, 2022. L'OMS dit attention, nouvelle pandémie de variole du singe qui se propage et elle est apparue le même jour dans 10 pays différents aux 4 coins de la planète. C'était totalement impossible sur le plan épidémiologique. Parce qu'on ne peut pas avoir le même jour chez les gens qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais vu un singe, une variole en Australie, en Suède, en Suisse, en Norvège, en Argentine. Donc visiblement, ce virus a été propagé volontairement. Et ça, c'était en mai 2022. Puis quand je vois cette situation en mai 2022, je découvre à ce moment-là que Bill Gates a investi en 2019 dans un nouveau vaccin variole. En général, il n'investit pas à perte, hein, il n'est pas idiot. Et que quelques mois avant, l'Agence du médicament européenne a préenregistré un médicament miracle pour la variole du singe. Ça, c'est bizarre. Et puis Bill Gates est très fort parce qu'il a fait une réunion de préparation à la pandémie variole du singe en 2021, presque un an avant, et il avait prédit la date. Il est très fort. Bill Gates, il avait dit il y aura une pandémie en mai 2022. Et hop, mai 2022, pandémie. Alerte générale, communiqué de la Direction générale de la santé en France, qu'il y a une variole hyper contagieuse qui se transmet par voie respiratoire.
Mais curieusement, c'était même écrit dans le communiqué qui touchait que les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Alors, je dis, tiens, je ne comprends pas très bien. Et effectivement, ça n'a touché quasiment que les homosexuels masculins, parce que ce virus était probablement pas le virus naturel, il était très peu contagieux, il ne se transmettait essentiellement que par voie anale, un peu comme le virus du sida. Donc ça n'a pas eu cette diffusion mondiale qui avait été annoncée. Et effectivement, quand on a vu, il y a eu quelques centaines de cas en France, c'était quasiment totalité des homosexuels masculins. Et ce qui était curieux, ce nouveau variant, à mon avis, ce n'était pas un variant naturel, parce que ce n'est pas possible. Il ne donnait pas du tout l'éruption généralisée comme la variole du singe habituelle, mais il donnait une éruption qui était essentiellement autour des organes génitaux de l'anus, ce qui n'est pas habituel. Et voilà, alors tout ça a fait flop. Les cas ont disparu. Bon, il suffisait d'arrêter la relation sexuelle ou de faire Oui, un peu oui, de... juste je vous coupe, c'est en juillet 2022 où l'AMS recommandait aux homosexuels de réduire le nombre de leurs partenaires pour limiter la propagation de la maladie. Et changement radical, du jour au lendemain, tout le monde est susceptible d'attraper la variole du singe, quoi. C'est assez Même étonnant. récemment, l'OMS a encore dit qu'il faut que les homosexuels masculins réduisent leurs partenaires. Donc, voilà, alors, on nous refait le coup de la variole, de cette singerie, là, 2 ans après, d'un seul coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est vrai qu'il y a peut-être des nouveaux variants. Est-ce qu'ils ont été fabriqués ou pas? Ça, j'en sais rien, mais qui continuent à diffuser un peu en Afrique, dans quelques pays d'Afrique centrale. Et c'est la variole du singe classique, diffuse telle qu'on la connaît. Et puis d'un seul coup, il y a un cas en Suède et un cas au Pakistan, et c'est le branle-bas de combat mondial. Le monde entier va mourir de la variole du singe. Donc là, il faut arrêter un petit peu Et on nous annonce déjà que ce virus est très dangereux, tout le monde connaît déjà, sur les médecins de plateau décrivent déjà son mode de transmission, alors qu'il y a eu un cas en Europe. On connaît déjà son mode de transmission, s'il va toucher les enfants, les adultes. Ils savent tout déjà. Donc ça, si c'est pas de manipulation, on nous prend vraiment pour des imbéciles dans cette histoire, hein. Alors le point sur la transmission, c'est très important parce que les médias commencent à douter, avec les variants, nommés, clade 1 et clade 1B en avançant l'hypothèse d'une transmission aérienne, comme nous le fait savoir Karine Lacombe sur France Inter et même son de cloche sur CNews avec, l'infectiologue Christian Rabot. On passerait donc d'un virus sanguin à un virus aérogène. Est-ce que c'est Pour l'instant, possible? il n'y a aucune donnée. La variole du singe, comme c'est un virus qui n'est pas adapté à l'homme, jusqu'à présent, c'est jamais transmise par voie respiratoire. Qui était contaminé en Afrique? Ben, c'est des chasseurs de brousse, hein, qui allaient chasser des singes pour manger, quelquefois même des rongeurs. Alors, ils les portent sur eux, ils sont en contact direct. Si le singe est infecté, après ils le dépècent pour découper la viande avant de la cuire. Donc, ils se contaminent avant la cuisson. D'ailleurs, parce que j'ai vu un communiqué l'autre jour d'un média français qui a dit attention, les mangeurs de viande sont à risque, c'est n'importe quoi. C'est pas le fait de manger de la viande cuite, c'est de dépecer un animal contaminé. Donc, les gens racontent n'importe quoi. Donc, c'est vraiment un contact direct de toucher le malade. On peut se contaminer avec des couvertures. Les Anglais avaient utilisé ça d'ailleurs pour décimer les Indiens d'Amérique du temps de la variole humaine en Amérique du Nord. C'est vraiment le contact direct. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a une tradition. Quand quelqu'un est très malade et mourant, toute la famille doit l'entourer, tous les voisins doivent venir, tous les amis doivent venir lui rendre hommage, le toucher, le caresser, parce que dans beaucoup de croyances religieuses africaines, si on ne le fait pas, le mort après pourra se venger dans l'au-delà. Donc c'est pour ça que dans Ebola aussi, il y a eu la contamination s'est propagée plus longtemps que prévu, parce que c'est facile d'arrêter Ebola en isolant les malades. C'est très facile d'arrêter une épidémie de variole en isolant les malades, mais ces traditions ancestrales africaines sont difficiles à vaincre, même si on les comprend totalement, mais parce que c'est la tradition. Alors, si jamais ça avait été en transmission aérienne, il y aurait déjà toute l'Afrique serait contaminée. Ça tient pas debout. Pour l'instant, ils essaient de nous faire croire. J'ai lu le communiqué officiel de l'Union européenne il y a 2 jours. C'est marqué sur une maladie bénigne, rare forme mortelle. La contamination, c'est contact direct, relations sexuelles.
On sait que c'est plutôt relation homosexuelle, voire anale. Mais il est suggéré qu'il y a peut-être d'autres voies, mais finalement, quand on regarde les vrais virologues, pour l'instant, personne ne parle. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister, ils sont capables de fabriquer des nouveaux variants, mais on n'a absolument pas montré qu'il y avait une transmission aérienne. S'il y avait une Mmh. transmission aérienne, il n'y aurait pas un seul cas en Suède et au Pakistan, hein, ça serait déjà parti, quoi. Oui, d'ailleurs, le docteur Lewis, responsable technique de l'OMS, pour la variole du singe, a dit, alors je crois que c'était hier ou avant-hier: «Il n'y a, pas un risque accru pour la population générale». Mais, pour revenir à la transmission, quand, Christian Rabot ou Karine Lacombe, parlent de transmission aérienne, je pense que c'est très subtil puisqu'ils font référence à des gouttelettes respiratoires. Alors mais dites-moi si je me trompe, sans tousser, il ne peut pas y avoir de projection, contrairement au Covid, et c'est d'ailleurs ce qui avait, justifié le port du masque. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la manœuvre, elle est pas là? C'est justement de mettre ça en avant, de mettre, ces fameuses gouttelettes pour, imposer, le port du masque à la population, quoi. On a La ficelle est un peu grosse. Ouais. Je ne pense pas qu'ils y arrivent. Ils vont essayer de réimposer le masque, les confinements. Et je rappelle qu'en maladie infectieuse, le confinement, c'est la pire bêtise qu'on puisse faire. Maintenant, on a les preuves à l'appui que les confinements ont aggravé la situation, aggravé la mortalité dans les pays qui l'ont fait. On ne jugule pas une maladie en confinant la population en bonne santé, on jugule une maladie en isolant les malades. Et en plus, là, c'est Didier Raoult qui, moi, je ne connais pas bien ce médicament, mais qui a annoncé qu'il y avait un médicament, le Tranilast, qui avait été étudié au Japon, qui marchait très bien sur la famille des poxvirus. Sur les poxvirus en général, c'est tous les virus varioliques de toutes les espèces animales, dont la variole du singe qu'on appelle Mpox maintenant. Mmh. Alors, ce médicament n'est pas disponible en France. Je fais totalement confiance à nos autorités qu'on ne l'aura jamais si jamais il marchait. J'imagine aussi, oui, j'imagine aussi. Voilà. Mais et d'ailleurs, on entend aussi déjà parler, du fameux, test PCR. Parce que là aussi, ça a une utilité. Parce qu'on nous ressort un peu tout, La variole, il n'y a pas de forme asymptomatique. Donc, soit c'est la variole classique africaine qui touche tout le corps, à ce moment-là, le visage, on est plein de pustules, il n'y a pas beaucoup de PCR. Et si c'est la variole à transmission homosexuelle, ça touche les organes génitaux. Bon, il faut quand même examiner le malade parce que ça ne se voit pas sur sa figure, mais n'importe quel médecin peut le diagnostiquer à plusieurs mètres de distance. Donc, il n'y a strictement aucun besoin. Mais il se peut très bien qu'ils nous fassent, comme pour le Covid, des tests PCR qui soient positifs chez tout le monde, même chez les gens en bonne santé, pour nous créer des fausses épidémies de variole. Mais il n'y a strictement aucun intérêt de faire une PCR pour une maladie que l'on peut diagnostiquer très facilement cliniquement. Il faut revenir au bon sens clinique du médecin et arrêter ce mmh. scientiste de faire de la virologie de bas étage pour faire avaler n'importe quelle couleuvre. Alors on a l'infectiologue, Xavier Lescure qui précise sur France Inter que les populations à risque sont les enfants en bas âge, les personnes, immunodéprimées et les femmes enceintes. J'aimerais que Xavier Lescure me dise d'où il sort ça. Pour l'instant, il y a à propos d'un cas en Suède, comment il peut déjà définir les populations à risque. Ça m'interpelle. Bon, ben. Et pendant ce temps-là, on démolit les hôpitaux, on ferme les urgences partout. Euh, Oui, oui, euh, c'est ça, c'est que c'est vrai que d'un côté, on veut faire plein de choses, on veut sauver le monde, mais moi, là où j'habite, les urgences sont fermées le soir. ben Donc oui, là, là, je suis en vacances dans le sud, mais maintenant, je crois il n'y a plus que les urgences de Sainte-Musse à Toulon et de la Seine. Toutes les urgences sur des centaines de kilomètres ont fermé et celles qui sont encore ouvertes dans certains endroits, c'est ouvert que dans la journée. Donc, si vous faites un infarctus, je préviens les gens quand même, ayez l'intelligence de faire ça aux heures ouvrables, hein, parce que c'est du délire, parce qu'ils ont donné des milliards aux médias, des milliards à McKinsey, des milliards à l'Ukraine. Il n'y a même pas un demi-milliard pour sauver la médecine française qui est oui, tuée. oui, pour la Seine, pour dépolluer la Seine aussi, oui. Et là, Attal qui dit on va préparer toute la France pour la pandémie de variole du singe qui va être terrible. Non, on se fout de notre gueule officiellement. Je le dis, c'est pas possible. Il
faut commencer par restaurer la médecine de base. Il y a de moins en moins de médecins, les généralistes ne sont plus remplacés, il n'y a plus d'urgentistes, il y a plus le SAMU est en état catastrophique, il n'arrive plus à répondre toujours aux urgences comme il le faisait très bien avant. Donc voilà, c'est ça la vraie santé, c'est pas ces bêtises qu'on nous raconte à la télé sur la variole du singe. Oui, et puis, le vaccin dont vous parlez, c'est le vaccin danois, c'est ça? Bavarien? C'est Bavarian Nordique, donc c'est un vaccin ADN, ça n'a rien à voir avec l'ARN messager. L'ARN, c'est pas d'accord. Ça, c'est OK. C'est un vaccin vivant atténué, donc c'est peut-être un bon vaccin, mais il est totalement expérimental aujourd'hui. Et dans la recommandation officielle que j'ai encore lue hier, c'était recommandé essentiellement pour les homosexuels masculins, les transsexuels, etc. Et c'est pas du tout la recommandation telle que les groupes à risque tels qu'ils ont été définis par notre ami sur les plateaux de télévision. Oui, et je me pose la question, bah, la question bête, mais beaucoup se posent la question, c'est de la transmission asymptomatique. Enfin, les Non, il n'y a porteurs pas de asymptomatiques. de variole. L'incubation peut être un peu longue, mais une fois que la maladie est démarrée, et quand on est contagieux, on a d'abord 42 fièvres, on est cloué au lit, on a des douleurs musculaires partout, on peut pas marcher, sortir de chez soi pour aller faire les courses, prendre le métro. Donc là, c'est pas comme même le Covid, la période asymptomatique était très très courte, hein, ça peut être quelques heures avant le début de la maladie. Donc, il y a cette histoire de transmission asymptomatique, c'est du pipeau pour faire peur aux gens. Ça n'a jamais été montré, hein. Ah, mais c'est important de le dire justement, hein, c'est pour ça que vous êtes là et on parle du vaccin, mais il y a d'autres traitements. Vous parlez d'un traitement, en Alors, Asie. Alors non, c'est Didier Raoult qui en a parlé. Moi, je n'avais pas suivi ça, mais il s'appelle le Tranilast. C'est un médicament antiviral qui aurait fait l'objet d'études au Japon, qui serait, paraît-il, le meilleur médicament contre les poxvirus en général. Donc, moi, si j'étais ministre de la Santé, immédiatement, je contacterais les autorités japonaises pour tester davantage ce produit, avoir plus d'informations. Mais malheureusement, les communiqués officiels, c'est de dire non, il n'y a aucune donnée, ce médicament, c'est du pipi de chat, comme ils ont fait avec l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine ou la vitamine D ou les antibiotiques pendant le Covid. mmh, Pourtant, on a toutes les preuves scientifiques que l'hydroxychloroquine, l'ivermectine marche. Un seul chercheur vient me dire devant moi que c'est faux. Moi, je peux lui apporter toutes les preuves que c'est vrai. C'est que les médias mmh. qui ont raconté ça, ou certains politiciens ou experts de plateau. D'accord, beh, écoutez, professeur, je crois qu'on a bien fait le tour, hein, sur les vaccins, la transmission, les PCR, asymptomatiques, pas asymptomatiques. C'était important, de vous recevoir parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, y on ressent aussi, il y a des gens qui ont peur, hein, forcément parce qu'on a eu l'épisode, du covid. Donc heu, donc voilà, bah, merci Je infiniment. voulais faire un petit Allez-y. mot parce que c'est dans l'actualité. N'oubliez pas qu'au mois de septembre, l'Union européenne va tester sur 5 pays européens un passeport vaccinal. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va obliger, enfin, pour l'instant, c'est pas obligatoire, mais on sait quand c'est pas obligatoire, ça le devient peu de temps après. On va obliger les Européens à être vaccinés. Alors, je parle pas du vaccin variole ou Covid, tous les vaccins classiques, Mmh mh. traditionnels, recommandés, qui pour l'instant sont pas du tout obligatoires chez les adultes, qu'ils sont chez les enfants. Et moi, je suis contre l'obligation vaccinale en général, même chez les enfants, ça n'a pas de sens. Mais euh, bientôt, on ne pourra plus sortir de chez soi, prendre le métro, voyager, travailler, aller au restaurant, avoir une vie sociale, si on n'a pas reçu tous les vaccins. Alors, tant que c'est des vaccins classiques qu'on a eu jusqu'à maintenant, bon, c'était des bons produits, par quelques exceptions bien tolérées, mais il faut bien voir que Big Pharma est en train de nous préparer tous les vaccins pour toutes les maladies classiques à ARN messager, notamment pour les enfants. Donc, imaginez que tous les vaccins classiques que l'on a fait pour nos enfants et pour nous-mêmes depuis des décennies risquent de devenir obligatoires. On ne Bien pourrait sûr. plus bouger un doigt de pied en Europe sans être inoculé quasiment de force. Et là, il faut vraiment que tous les Français, tous les Européens, tous les citoyens du monde soient extrêmement vigilants, se révoltent et refusent cette ignominie qui nous prépare à bas bruit. C'est toujours gentil comme ça. Non, on va commencer à... Non, là, je suis très ferme là-dessus parce que si les gens ne se réveillent pas aujourd'hui, mon livre, c'est le réveil 4 ans après, mais réveillez-vous, bon sang, réveillez-vous. Vous êtes menacés.
Mais écoutez, j'espère qu'après cet appel, les gens vont vous écouter. En tout cas, professeur, merci, d'être venu, pour cette première de Radio 22. De toute façon, bah, vous reviendrez, j'imagine? J'espère, Bah, avec écoutez, plaisir. c'est formidable, c'est formidable. Alors, je rappelle la sortie de votre dernier livre, Le Réveil 4 ans après, coécrit avec Stéphane Chatry, est disponible depuis, le 6 juin 2024, un ouvrage à ne pas manquer. Encore merci pour toutes ces précisions ô combien utiles et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur Tipeee, le lien est sous la vidéo. Chaque contribution, même petite, m'aide à continuer de créer du contenu de qualité. Un grand merci pour votre soutien. Allez, à ciao les gars!